Bon, donc, mais comme je vous l'ai dit, on m'a invité à l'arrache, alors j'ai tout fait à l'arrache. Vous ne pas, ça marche comme ça. Alors, la bienséance veut qu'on commence par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Marc-Jean Clerval. Je me dirige tranquillement vers mes 68 ans en janvier. Je suis père de 3 enfants et grand-père de 8. Et c'est pour ça que, si vous voulez, pour eux, que j'ai engagé cette démarche d'information et de rencontre avec beaucoup de gens. Et c'est vrai que depuis la vidéo du 11 juillet, je suis un petit peu sollicité. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Le 11 juillet, j'étais tranquillement en train de faire ma séance de sport et j'ai écouté en même temps la conférence de presse du général Burkhardt. Et mon rythme cardiaque s'est quelque peu accéléré quand j'ai entendu ses propos qui m'ont particulièrement irrité. Et c'est ce qui m'a incité à faire cette vidéo que j'ai appelée le message aux généraux. Pour la petite histoire, en 2 heures, elle avait fait 20 000 vues. Elle a été vue des millions de fois. Elle a été traduite dans toutes les langues. Et j'ai même reçu une invitation de la télé moldave pour aller en parler, pour vous dire. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour me glorifier de ce fait d'armes, on va l'appeler comme ça. C'est tout simplement, et surtout au vu des commentaires dithyrambiques qui ont été mis sous la vidéo, je me suis rendu compte que, contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire, il y a encore un esprit patriotique dans ce pays. Et c'est pas parce qu'on voit rien qu'il se passe rien. Il y a plein de gens qui sont aujourd'hui parfaitement conscients de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui sont prêts à faire des choses. La seule difficulté, c'est qu'ils ne savent pas trop quoi. Alors, le thème de la journée, c'est les valeurs de l'identité française. Alors, les valeurs de l'identité française, j'en ai listé une vingtaine que vous avez à l'écran. Et si vous prenez le temps de les regarder, vous allez voir que pour la plupart, beaucoup n'existent quasiment plus. Alors bon, vous connaissez les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, justice, alors bon, ok. Les valeurs historiques et naturelles, la souveraineté, le courage, la mémoire, la transmission du patrimoine. Le partage, donc, je vais le voir ici plutôt, l'empathie, la bienveillance, la résilience et l'hospitalité, c'est plus sur cet axe-là que je vais organiser mon discours aujourd'hui. Et ensuite, les valeurs du quotidien, l'art de vivre à la française, l'esprit critique, la créativité, le sens du collectif et l'attachement au terroir. Donc vous voyez, en regardant ces 20 valeurs, alors c'est du texte. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément facile de toutes les mettre en application, mais vous voyez quand même que ces valeurs, qui sont intrinsèques à notre nation, elles sont largement abîmées aujourd'hui. Alors, comme je suis un ancien militaire, alors j'ai passé 22 années chez les parachutistes, et ensuite j'ai fait de la protection de personnalité, j'étais responsable de la sécurité pendant 7 ans pour une compagnie pétrolière en Algérie. Donc c'est quasiment 30 années d'expérience riche qui vont me servir aussi aujourd'hui à argumenter mon propos, parce que vous allez voir que l'identité française et le métier militaire, évidemment, en font partie, mais qu'on peut les transcrire, évidemment, dans la vie de tous les jours, dans la vie civile. Alors, on me pose souvent la question, je ne suis pas général, parce qu'on ne voit que des généraux sur les plateaux. J'ai terminé ma carrière comme adjudant-chef. Voilà. Et je suis fils d'immigrés. Je le rajoute aussi, mon père était espagnol, et moi je suis né en France, ma sœur aussi. Mais bon, je le dis aussi parce que, bon, aujourd'hui, c'est important aussi, et je me sens à 2000% français. Alors, l'identité française et le métier militaire, ça marche plus bien. Ah si, voilà. Lorsque vous portez un uniforme, et a fortiori avec un drapeau bleu, blanc, rouge sur votre épaule, c'est plus vous qui êtes dans l'uniforme. C'est vous représentez la nation, vous représentez un esprit. Et cet esprit, cette identité française, vous avez, si vous voulez, la responsabilité de la porter au plus haut, partout où vous vous déplacez. Et ça commence par quoi? Ça commence par notre drapeau, le drapeau bleu, blanc, rouge, que vous connaissez tous, qui est l'emblème français depuis 1794.
et qui, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez quand vous êtes sous l'uniforme, que ce soit sur un campement au fin fond du désert ou que ce soit dans votre régiment, ben, la journée, systématiquement, commence par la levée des couleurs, l'honneur au drapeau, et ensuite, évidemment, on fait nos activités. Donc, c'est vous dire l'importance que ce drapeau représente pour tous les militaires, enfin, tout du moins de mon époque. Hein. Aujourd'hui, je ne sais plus, parce que ça fait quand même longtemps que je suis parti. Mais aujourd'hui, vous voyez toutes les unités, chaque unité a son drapeau, et chaque drapeau a sa garde au drapeau. Et dans ce drapeau, ben, il représente les valeurs de la nation. Et c'est celles auxquelles on est tous attachés. Alors, le militaire, c'est pas seulement un drapeau, des couleurs, un uniforme, et c'est pas seulement un guerrier. Moi, j'ai passé, je vous dis, 22 années sur différents théâtres d'opération. J'ai été projeté sur 4 guerres civiles. On pourra en parler si vous voulez. J'ai fait beaucoup d'humanitaire. Je ne suis pas allé à chaque fois tuer des gens. D'abord, je ne tue personne, déjà, c'est comme ça. Mais dans notre mission, lorsqu'on est projeté à l'extérieur, on est souvent confronté à la misère. Par exemple, en ex-Yougoslavie, je peux vous dire que j'ai eu des situations absolument dramatiques. Alors, je vous parle de l'ex-Yougoslavie, parce que c'est un pays européen, et que c'est un pays où des gens vivaient comme nous aujourd'hui, et quand on voit ce que c'est devenu, il y a quand même des questions à se poser. Voilà, donc l'armée, c'est l'école du service. C'est servir sa nation au lieu de se servir. Et vous allez vite comprendre pourquoi je vous parle de se servir. Alors, avant de passer, parce que si vous voulez, lorsque vous êtes militaire, je vais vous en parler, hein, mais après, lorsque vous revenez dans la vie civile, évidemment, les valeurs de la nation ne disparaissent pas pour autant, je vais vous en parler après. En revanche, je veux d'abord aborder les fractures et les trahisons actuelles. Alors, ce que je vais vous dire, vous le savez, c'est simplement remettre des mots sur des actes et les donner de façon chronologique pour que qu'on puisse bien mesurer la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ah, vous avez vu, hein, j'ai mis une Assemblée nationale qui reflète bien l'Assemblée nationale actuelle, c'est-à-dire avec beaucoup de monde qui travaille, vous voyez ? Voilà. Alors, une nation sans identité, ce qui est en train de nous arriver, c'est comme un arbre sans racines. À partir du moment où les racines sont coupées, ben, l'arbre finit toujours par tomber. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Oui, ça l'est, si on laisse vraiment l'arbre tomber. Ici, je vous ai mis les raisons principales de l'effondrement de la France. Alors, je me suis un peu creusé la tête pour faire ce petit camembert, tout simplement parce que tous les domaines que vous voyez là, sur le camembert, ce sont les domaines qui sont en train de s'effondrer ou qui sont littéralement effondrés, avec une répartition en pourcentage pour donner une idée de l'ampleur du problème. Et vous remarquez que la partie économie et finance, qui représente 25%, est quand même très important. La souveraineté, la géopolitique, bon, l'éducation et la culture, la sécurité, la cohésion sociale, la santé, la démographie, et l'agriculture, qui me tient particulièrement à cœur. Si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, il y en a beaucoup qui l'ont vu, là, ils les ont vues, les vidéos? Ah oui, il y a quand même du monde. Bon. J'en ai fait une spécifique sur l'agriculture. Je vous invite à la regarder parce que même moi en la faisant, je faisais des bonds de 2 mètres sur ma chaise tellement j'étais outré par ce que je trouvais comme information. Alors, ça c'est un vrai problème. Là, nous sommes confrontés à une situation qui est unique puisque depuis 1945, c'est la première fois que le nombre de décès dépasse le nombre des naissances. Alors c'est un problème parce qu'il faut savoir que pour maintenir la nation française, il faudrait que chaque femme fasse, alors je vais vous donner un chiffre évidemment avec des virgules, 2,31 enfants. Aujourd'hui, et je vous parle de données de 2022, parce que c'est les seules que j'ai pu trouver, on est à 1,67. Ça veut dire que petit à petit, la nation française est en train de disparaître, tout simplement. À titre d'information, la nation, entre guillemets, immigrée, puisqu'on va parler aussi de l'invasion migratoire, c'est 2,37. Ça veut dire qu'on a 2 solutions. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'il faut les foutre dehors, mais c'est pas ce que je vais dire. Il y a 2 solutions. Soit les Français font des enfants, voilà, soit on intègre
d'une meilleure façon les enfants des immigrés pour leur transmettre les valeurs de l'identité française. Je peux vous dire qu'en l'état actuel des choses, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors, un autre facteur intéressant, c'est le niveau scolaire. Alors vous allez voir que tout ça, je vous présente d'abord un état qui est plutôt pessimiste, mais après vous allez voir, je vais vous donner des informations un petit peu plus joyeuses, on va dire, si on peut le dire comme ça. Tout ce que je vous montre là, ne vous leurrez pas, c'est fait volontairement. Il n'y a pas de hasard. Quand on dit les gens aux manettes, c'est des idiots, ils connaissent rien, c'est des abrutis, bon, pour certains c'est sûr. Hein. Bon, le niveau de la classe politique, au secours. Hein. Comme j'ai dit, on mettrait 577 tabourets à l'Assemblée nationale, ça marcherait tout aussi bien. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que sur un graphique, alors je ne sais plus de quand il date de 2015, c'est le classement PISA. Le classement PISA, c'est un classement qui est fait tous les 3 ans et qui montre le niveau scolaire acquis par les élèves et les élèves de 15 ans. Et sur 3 matières, les mathématiques, la langue française et sa compréhension, et les sciences. Et vous voyez que, on est en 2015 ou 2022, je ne sais plus là, 2015. En 2015, regardez où on était à 494. En 2022, on était à 468 de tête, et 2022. Donc le prochain classement aura lieu l'année prochaine, il va sortir l'année prochaine. Je crains de voir ce qui va se passer. Alors, pourquoi ça? On peut se poser la question, parce que là, ce que je fais, je vous énumère des conséquences. Mais ce n'est pas les conséquences qu'il faut regarder, il faut regarder les causes. Pourquoi? Pourquoi ça? Déjà, je peux vous en donner une, là. Parce que quand vous avez... moins les gens sont instruits, moins ils posent de questions intelligentes, et moins ils demandent de comptes, comprenez? Donc aujourd'hui, l'école, qu'on appelle, à tort, hein, l'éducation nationale, elle éduque, hein, mais ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'instruire. L'éducation, ça appartient aux parents. Donc quand on voit qu'aujourd'hui, le cheval de bataille et le leitmotiv, c'est l'éducation sexuelle à l'école à partir de la maternelle, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Ce n'est pas l'école que moi j'ai connue, ou que certains parmi vous ont connue aussi. Donc dites-vous bien qu'à partir du moment où vous avez des chiffres qui sont aussi cataclysmiques, c'est qu'il y a forcément une cause derrière. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui. Bon, vous en entendez parler, on nous cherche évidemment des milliards dans tous les tiroirs. Alors chez nous, c'est le tonneau des Danaïdes. Hein. Le fond est percé, ça coule à flot, mais pas dans nos poches. Donc aujourd'hui, on vous dit, on a une dette par personne de 50 000 euros. Ça veut dire que, bon, on a un compteur qui tourne, hein, 5 000 euros par seconde. On est à 3 400 milliards de dettes, ça représente 50 000 euros par personne, du bébé qui vient de naître il y a 2 minutes, à la personne qui va décéder. Bon, pour lui, le problème est réglé, il n'aura pas les payer. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Par contre, si vous intégrez le hors-bilan, le hors-bilan, c'est quoi? C'est les retraites des fonctionnaires, c'est les dépenses d'État qui sont engagées sur le futur, etc. On n'est plus à 50 000 euros par personne. On est à plus de 110 000. Et là, c'est plus la même musique. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. J'ai fait un calcul dans une de mes vidéos où je parlais de la finance. Il faut savoir que les 7 600 milliards, c'est 9 zéros derrière. Et ça représente, si on prend le SMIC actuel à 1 400 euros net, 448 millions d'années de SMIC. Je ne sais pas si vous voyez le délire là. Voilà, donc autant vous dire qu'on n'est pas prêt de le rembourser. Bien, là vous avez 2 graphiques. Hein. Alors, ce que je vous montre, vous allez voir, hein, c'est intéressant parce que c'est des conséquences, mais si vous réfléchissez aux causes, vous en arrivez toujours à la même conclusion. Qu'est-ce qu'on a là? On a les prévisions de croissance d'un côté, donc on voit que nous on est par là, voilà, 0,6. Je vais vous dire une chose, bon moi j'ai eu, en même temps que j'étais en Algérie, j'ai créé une société d'investissement en conseil financier, et pendant 17 ans j'ai travaillé dans la finance. Bon, c'est un domaine que je connais bien, enfin pour une partie. Je peux vous dire que les 0,6 là, je les trouve plutôt optimistes, vous voyez? À mon avis, ils sont très optimistes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de croissance, on est au fond des pâquerettes. Mais à côté de ça, si vous regardez, alors on ne le voit pas bien ici, mais si vous le regardez là, en noir, là, la France est quasiment en noir, en violet très foncé, c'est les taux. Alors, c'est les taux de prélèvement obligatoires qui sont montrés avec une colorimétrie.
sur les 38 pays de l'OCDE. Eh bien, pour une fois, champion du monde, on est 38e sur 38. C'est pas beau, ça, hein? Alors, on peut déjà se poser une question, c'est comment se fait-il qu'avec des prélèvements pareils, on ait une économie qui soit, une croissance qui soit aussi faible? Vous voyez? Alors, je ne sais pas ce que j'ai mis après. Ouais. Alors, je reviens sur ce schéma. Il y a des raisons qui sont assez simples. On a vu la démographie. Pourquoi les gens ne font plus des enfants? Les gens ne font plus des enfants parce qu'on a une situation économique qui est totalement catastrophique. On distribue de l'argent à tout le monde, et ceux qui en ont le plus besoin chez nous, ben, ils se brossent, hein, voilà, ils regardent l'argent partir ailleurs. C'est le principe du tonneau des Danaïdes. Donc, quand vous avez des jeunes, il y a plusieurs choses. Un, ils ne font pas d'enfants parce qu'ils ont peur de faire des gosses, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont leur assurer leur avenir, et même sans ça, c'est se demander comment ils vont les nourrir, comment ils vont les habiller, etc. Deuxièmement, vous avez une catégorie de jeunes aussi, je vais passer un peu de ce côté, voilà, hein, c'est le poteau au milieu là. Et vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui, et c'est catastrophique, ils font leurs études en France, ils obtiennent des diplômes, et ils se barrent à l'étranger. Et on ne peut pas leur en vouloir. Je vais vous donner un exemple clair que j'avais eu il n'y a pas longtemps. Un ingénieur en intelligence artificielle, son patron versait 10 000 euros pour lui, salaire. Une fois que tous les prélèvements avaient été pris, il touchait moins de 4 000 euros. Il est parti aux États-Unis, Silicon Valley, salaire à 6 chiffres. Le calcul est vite fait, hein. Enfin, vous pouvez aimer la France, à un moment donné, voilà, hein, et on ne peut pas leur en vouloir. Donc les causes, elles sont là. Les conséquences, on les connaît. Donc beaucoup de jeunes qui s'en vont, bon, s'ils s'en vont, ils vont faire des gosses ailleurs, hein, ils ne les font pas en France. Alors, je vous ai parlé toujours sur la partie économique, eh bien, le fameux tonneau des Danaïdes. Pourquoi? Un système administratif pléthorique. On a 1 million, on estime entre 1,1 million et 1,2 million, certains disent même 1,5 million de fonctionnaires en trop. Il faut bien les payer. Puis à chaque fois qu'on crée des lois, on crée un lot de fonctionnaires qui vont avec. Les fonctionnaires, il en faut, hein, c'est pas le débat. Hein. Le débat, c'est comment on fait pour rentrer du PIB, enfin du chiffre d'affaires, et payer les gens après. On a une dette qui est catastrophique, hein. Bon, je viens d'en parler. On a une Europe, alors bon, c'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de faire une crise cardiaque. Quand je vois le mot von der Leyen passer, je ne sais pas pourquoi, j'ai des spasmes. On a les rentes et les lobbies, la fraude et l'évasion fiscale, les dépenses clientélistes, et la gabegie technocratique, j'en ai parlé. Bon. Et tout cet argent-là qui s'en va ne nous profite pas. C'est vraiment infernal. On ne s'en sort pas. Alors, ici, pour compléter le tableau, c'est un graphique que j'ai fait hier soir. Et ce que vous voyez, alors il y a quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez les défaillances d'entreprises. Et ici, vous avez, je ne vais pas me mettre devant, les radiations, c'est-à-dire les gens qui disent, bon, les gens ils ras-le-bol, je ferme ma boîte, je m'en vais. Ou j'arrête, ou je prends ma retraite, ou quoi. Donc on s'aperçoit qu'on est, depuis le Covid, ça n'a de cesse de monter. Les entreprises qui font faillite, les tribunaux du commerce, c'est à la chaîne, ça y va. On est à 66 000, presque 67 000, et ça en continue encore cette année, puisque, vous voyez par exemple, sur ceux qui ferment, on était à 310 000 en 2024, on a un estimatif de 330 000 entreprises. Alors dans les 330 000 entreprises, vous avez les 66 000. Hein. Enfin bon, 330 000 entreprises, c'est 6% du nombre d'entreprises qui vont fermer cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du chômage, ça veut dire des gens qu'il va falloir indemniser, etc., etc. Donc, on les paye comment? Comme sait faire le gouvernement depuis 50 ans. Un problème, une taxe. Voilà. Sauf que là, maintenant, on est à l'os. C'est compliqué. Alors, non content de ça, on a une classe politique qui est un ramassis de traîtres, puisqu'ils sont en train, depuis longtemps, hein, de dilapider le patrimoine français, hein, tout simplement. Et ça commence par les entreprises avec des secteurs stratégiques. Donc en 15 ans, vous avez 1570 entreprises stratégiques, je ne parle pas des autres, hein, stratégiques qui ont changé de main, qu'on a vendues. On a vendu à qui? 70% aux États-Unis, 15% à l'Allemagne, 10% à la Chine et 5% au Royaume-Uni, puis bon, quelques pays européens. Tranquille, voilà. Je vous parle de secteurs stratégiques. Hein. Là, vous avez, dans ces secteurs stratégiques, alors on en a vendu dans quel domaine?
dans l'énergie, le nucléaire, l'aéronautique, la défense, la santé, les télécoms, la sidérurgie, la distribution. Bon, c'est des noms que vous connaissez. Je ne vais pas tous les lister, vous savez lire. Je ne vais pas vous faire cet affront. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que uniquement sur ces entreprises, on parle d'une perte de 70 000 à 100 000 emplois. Bon, quand vous avez un Bruno Le Maire qui vous dit qu'on a de nouveau atteint le plein emploi et qu'on se redirige vers les nouvelles 30 glorieuses, je ne sais pas ce qu'il fume le matin, lui, mais manifestement, ça ne va pas fort. Hein. Voilà. Ah, par contre, pour lui, ça se passe bien. Pour lui, ça va bien. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Dans le pic d'autorisation de rachat des entreprises dites sensibles a eu lieu en 2022, avec uniquement pour cette année-là, 131 entreprises stratégiques qui ont été vendues et validées par le ministère de l'économie. Mais vous appelez ça comment, vous? Si ce n'est pas de la trahison, c'est trahison en grand et en lettres majuscules. Ces gens-là devraient être en tôle. On ne devrait plus les voir. Ils devraient être enfermés depuis longtemps. Tous. Tous sans exception. Alors, ça fonctionne? Ouais. Comment dire? Les valeurs de l'identité française, une des valeurs principales, vous l'avez vu sur le tableau, ça passe par la souveraineté. Mais la souveraineté, il n'y en a pas qu'une. Il y en a plein des souverainetés. On va les voir sur un tableau juste après. Et vous allez voir, c'est hallucinant. Je vous dis, moi, quand je fais ces tableaux, je freine des gouttes, hein, parce que sinon, j'ai du mal à chaque fois. Hein. Donc là, vous avez quoi? Vous avez quelque chose qui me tient à cœur, parce que dans ma famille espagnole, hein, côté espagnol, mon père, mes grands-parents, c'était des agriculteurs. Donc quand j'étais petit, j'allais ramasser les melons avec mon grand-père dans les champs. Et donc je sais ce que c'est que le travail de la terre. Pour en plus en ayant été adolescent, je suis allé faire la patate, le persil, enfin des choses comme ça. Donc je sais ce que c'est que se baisser pour ramasser. Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai fait, donc c'est une vidéo, enfin une diapo que j'ai extraite de ma vidéo sur l'agriculture. En 1955, il y avait un agriculteur pour 3 personnes. Il y avait 7 millions d'agriculteurs en France, pour 40 millions d'habitants à peu près. Bon, je vous fais grâce du reste, hein, vous voyez le schéma, hein, il n'y a qu'à suivre. Cette année, en 2025, il ne reste plus que 390 000 agriculteurs en France qui sont à la peine. Alors en plus, avec les traités qui sont signés, le Mercosur et compagnie, autant vous dire que ça ne va pas durer longtemps. Alors si vous voulez voir le détail de tout ça, allez voir la vidéo sur l'agriculture, je vous assure que vous allez tomber de votre chaise. Nous, on est en contact, je vous parlais du groupe dans lequel j'œuvre tout à l'heure, hein, et on est en contact avec la coordination rurale. Je peux vous dire que les gars... et il ne faut quand même pas oublier que ce sont ces gens-là qui nous nourrissent. Si vous voulez manger des insectes ou de la poudre de je ne sais pas quoi, ou des poulets à l'eau de Javel, ou je ne sais quel bourricot qui viendra d'Amérique du Sud, on n'a qu'à continuer comme ça. Hein. Vous allez voir. Hein. Vous allez pouvoir développer de superbes turbo-cancers de toute nature. Ça va être super sympa. Alors... Je vous parlais de la souveraineté. Les souverainetés, vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez la souveraineté sanitaire, numérique, monétaire, militaire, juridique, industrielle, énergétique, budgétaire et alimentaire. Sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit les souverainetés qu'on avait. Alors, on ne voit pas bien sur celui-là, mais il y a les années qui sont, c'est entre 90 et l'an 2000 pour les plus récentes, où on était à 90%. Parce qu'on n'est jamais à 100% souverain, hein, on dépend toujours de quelque chose. Et en rouge, c'est les souverainetés aujourd'hui, estimées. Et vous voyez que le trait rouge, là, c'est la limite à partir de laquelle on peut considérer qu'on est souverain. Toutes les souverainetés actuelles de la France sont en dessous de ce trait. Ça veut dire que nous n'avons plus aucune souveraineté, ou très très peu. Enfin, vous voyez bien les décisions qui sont prises. Elles sont prises, oui, on demande l'autorisation à Bruxelles. Et Bruxelles, qui c'est qui définit? Vous savez que 80% des lois qui sont votées aujourd'hui, elles sont votées, ce sont des lois européennes. Et à l'Europe, qui c'est qui décide? Les propositions de loi, c'est la Commission européenne, élue par personne, je le rappelle, et les 720 députés européens qui coûtent la bagatelle chacun hein, de 3,2 millions d'euros par an. Les nôtres ne coûtent qu'1 million. Ça va, 1 million. Correct. Je voudrais bien qu'ils me les donnent, mais bon. Donc, c'est ces gens-là qui décident pour nous. Et vous voyez bien les décisions qui nous sont proposées et le monde dans lequel ils veulent nous amener.
Alors, les conséquences qui sont visibles. Et j'ai inclus là-dedans la foutaise du Covid. Vous savez, l'espèce de maladie tueuse qui a transformé nos vies et qui était plutôt une immense mesure d'ingénierie sociale à l'échelle planétaire et dont on n'a pas fini de parler, tant les dégâts sont absolument dramatiques. Et nous, dans notre groupe, on a des médecins, on a des gens, je peux vous dire que dans les hôpitaux, nous, on a un ami qui est, il est infirmier anesthésiste, avec 32 ans de métier. Il me dit, il y a des gens, on les ouvre, on les referme. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a créé tout ça? Alors, on a isolé les gens, on les a enfermés, on les a maltraités, voilà, on les a ruinés, parce qu'en fait, le quoi qu'il en coûte, hein, vous avez vu ce que ça donne. Résultat, et là, on voit une personne adulte, mais je peux vous dire que l'impact chez les enfants, on a flingué 2 générations. Là. 2 générations qui, sur un plan psychologique, sont vraiment esquintées. Donc on a créé quoi? De l'individualisme, de la solitude sociale et la dignité perdue, bon, ça c'est évident. Ça aussi c'est fait exprès. Les techniques d'ingénierie sociale, si vous regardez, bon, on connaît bien de George Orwell 1984, La ferme des animaux, etc. Mais bon, il faut dire que ça a très très bien marché. Les gens ont obéi. Vous signez votre autorisation pour aller faire pisser votre chien, enfin c'est délirant. Vous pouvez prendre le café assis et pas debout. Mais je ne sais pas si dans un esprit normalement cortiqué, si on peut entendre ça. Ou que le Covid est venu, par exemple, de la fornication entre un pangolin et une chauve-souris. Enfin, déjà quand j'ai entendu ça, j'ai dit non mais, oh les gars, c'est quoi? C'est le Moupetcho? C'est les guignols de l'info? On en est où là? Voilà. Sauf que ça a bien marché. Et il y a encore des gens qui continuent à croire à ça. C'est ça le drame. Alors tout ça, encore une fois, c'est fait exprès. Bon, ça, je vais vous en parler aussi, on va rigoler là. Oui, jaune. On va rire jaune. Ouais. Et tout ça, encore une fois, c'est fait exprès. Vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit servir ou se servir. Mais aujourd'hui, c'est se soumettre. Ils veulent nous soumettre. Et ça a bien marché, donc pourquoi ils se gêneraient? Ils continuent. Hein, ils continuent. Alors, un dernier point, et non des moindres, bon, vous l'avez vu, c'est l'immigration invasive. Alors, de l'immigration, par définition, au vu des chiffres que je vous ai donnés sur la démographie, on peut considérer que c'est normal qu'on fasse venir des gens en France pour les accepter et les intégrer. J'ai dit les intégrer. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une politique européenne absolument délétère, catastrophique. On fait rentrer en France, tout inclus, 500 000 migrants par an. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, tous les ans, une ville comme Toulouse ou Lyon, à peu près, sans les périphéries. Hein. Vous vous rendez compte un peu? Mais c'est un truc de fou. Donc en plus, alors je ne sais pas si je l'ai mis après, je ne sais plus. Oui, un tiers arrive à trouver un travail dans l'année qui suit leur arrivée. Et encore, quand je dis travail, c'est de l'exploitation par certains à bas coût pour augmenter les marges, parce que les gens sont tellement taxés que s'ils peuvent avoir quelqu'un qui leur coûte moins cher, ben c'est toujours ça de prix pour préparer son avenir, parce que c'est un cercle pernicieux. Hein. Clairement, c'est ça. Et deux tiers, attendez, hop, 2 tiers qui vivotent. Hein. Mais ils vivotent avec quoi, à votre avis? Avec les aides qu'on leur donne. Voilà, exactement. Carte vitale, CMU, AME, enfin tout ce que vous voulez. Et qui paye? Alors c'est quoi le slogan en ce moment? C'est François, c'est pas François, si, c'est Nicolas. C'est le fameux Nicolas qui paye. Sauf que Nicolas, là, il peut plus. Hein. Il est rincé, il est à l'os. Hein. Donc c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où vous allez voir où je vais vous amener à cette notion de préparation qu'on travaille, nous, déjà depuis pas mal de temps. Alors, autre problème et non des moindres. C'est dans cette population, nous avons en France aujourd'hui 20 000 fichés S radicalisés. Parce que les fichés S en France, il y en a plein. Moi, je pense que je le suis aussi. Bon, je ne suis pas dangereux pour vous, je ne suis pas venu avec des explosifs, tout va bien. Mais là, on parle de radicalisés. Je ne sais pas si vous imaginez, mais sur ces 20 000, il n'y en a que 7 500 qui sont suivis régulièrement. Donc demain, si ça dévisse, et ça va dévisser,
on ne sait pas quand, mais ça va dévisser, soyez-en convaincus, je vous dis, j'ai été projeté sur 4 guerres civiles, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est toujours comme ça. Et malheureusement, les gens ont besoin qu'on les fracasse pour qu'ils comprennent que finalement, ils auraient pu faire autre chose avant. Bon, c'est comme ça, c'est la nature humaine, j'y peux rien. Ok, donc là, aujourd'hui, on a des gens qui sont infiltrés, et une des particularités, notamment du monde musulman, j'ai rien contre les musulmans, j'ai plein de copains en Algérie d'ailleurs, puisque j'y ai passé 7 ans, c'est d'ailleurs les premiers à me dire, mais qu'est-ce que vous foutez en France, quoi? Comment vous pouvez accepter ça, quoi? Et on accepte. C'est délirant, voilà, c'est comme ça. Et ça serait peut-être les premiers à venir pour nous aider à les foutre dehors, vous voyez? Parce que quand ils vont chez eux, qu'ils rentrent au bled, moi je peux vous dire que moi dans mes équipes, j'avais des anciens des forces spéciales et des anciens policiers algériens. Je peux vous dire que quand ils rentrent chez eux, les garçons là, qui font les kékés dans les banlieues, ils ne mouftent pas, hein, parce que ça ne se passe pas comme ici. Hein. Voilà. Alors, tout ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est une vraie volonté de destruction de la nation, de destruction de tout. Hein. L'histoire, vous voyez à l'école, à partir de quand on inculque l'histoire? Clovis, hein, ils ne savent même pas ce que c'est, les gars. Hein. Clovis, bon, ils ne savent pas. Naissance de la France, ils ne connaissent pas. Alors, je suis désolé de le dire comme ça, mais tous autant que nous sommes dans la salle ici, nous sommes tous responsables. Parce qu'on a filé les clés du camion à une bande de zozos qui n'ont pas le permis, qui conduisent à tombeau ouvert, et nous, comme sur l'image que vous voyez, on est dans la remorque et on couine. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment ça va se passer, etc. D'accord? Donc, nous sommes tous responsables de la situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est une évidence. Alors vous allez me dire, bon, ok, d'accord, le constat il est fait, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser, quelle est la réponse? Bon, je suppose qu'il va y avoir une séance de questions-réponses ensuite. Vous allez certainement me demander que fait l'armée, hein, puisque je suis issu du milieu militaire. Ben, je vais vous répondre hein, après, hein, ce qu'elle fait l'armée. Je vais vous le dire. Ah, c'est là-bas, pardon. Ah, ça marche plus? Ah si. Ok, alors, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que je sens des gens avec de l'espoir dans cette salle? Oui? Ça n'a pas l'air, hein? Ouais. Si, il y en a. Bon. Alors, déjà, comprendre quelles sont les failles, c'est déjà commencer à reconstruire la nation. C'est un pari risqué, c'est un pari qui va être long, c'est loin d'être gagné, mais c'est maintenant qu'il faut s'y coller. Voilà, c'est pas dans 5 ans. Alors vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un arbre qui était par terre, et là vous voyez une souche avec une branche qui a repris. Eh bien, tout simplement, elle symbolise l'espoir, hein, parce qu'un arbre, on peut lui couper le tronc, mais si les racines sont encore là, eh bien, la vie peut reprendre et ça peut redémarrer. Voilà. Alors c'est métaphorique évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a rien qui est inéluctable. De toute façon, l'histoire de France l'a toujours montré. C'est pas la première fois que la France se retrouve dans une situation pareille. Hein. C'est pas la première fois. Maintenant, il va falloir un peu ce qu'on appelle du courage. J'aurais bien dit un autre mot qui commence avec la même lettre, mais je vais m'abstenir. Alors, je vous ai parlé de l'identité française dans ma vie de militaire, et maintenant je vais vous parler des valeurs de l'identité française dans ma vie de citoyen, hein, de citoyen lambda. Hein, voilà. Comme je vous l'ai expliqué, avec 3 enfants, 8 petits-enfants, et très concerné par le pays qu'on va leur laisser, puisque je n'accepte pas de leur laisser le pays qu'on veut nous donner. Ça, c'est clair. Avec la bande de cinglés qu'on a là-haut, c'est clair que je ne veux pas laisser ça à mes enfants. Alors, la priorité, et c'est ce qu'on s'attache, je vais venir vous en parler maintenant, c'est ce qu'on s'attache à faire. La priorité number one, c'est de remettre l'humain au centre du dispositif. Et remettre l'humain au centre du dispositif, c'est pas faire des tweets ou mettre des likes ou des bisous sur Facebook ou je ne sais quoi. C'est rentrer en contact avec les gens, communiquer, engendrer le partage, l'entraide, l'empathie, et qui que ce soit autour de vous, et je vais vous en parler plus précisément maintenant. Alors, évidemment,
retrouver le sens du collectif. Aujourd'hui, enfin, je sais pas, moi ça m'hallucine. Hein. Vous avez des gens qui ont 2580 amis sur Facebook. Bon, why not? Ils connaissent même pas leurs voisins de palier. Enfin, c'est complètement dingue. Et vous regardez, moi je suis sur un lieu de villégiature où vous avez pas mal de gens qui viennent en vacances, y compris les gamins, ils sont à la plage, ils sont tous sur leur téléphone. Mais chacun sur le leur. Hein. Et la communication, elle se fait où? Donc à partir du moment où vous avez ce genre de valeurs qui sont distillées à la jeunesse, bah pour eux, c'est un monde normal, hein. C'est logique. C'est complètement logique d'être comme ça, d'être sur son téléphone et de, quand vous avez un gars qui se fait tabasser, de faire une vidéo et la publier sur Facebook en faisant des selfies. Enfin, on est rentré dans un système qui est quand même incroyable. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu de ce dans quoi je suis impliqué depuis 4 ans. Hop, c'était pas ça. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Voilà. Il y a 4 ans, quand il y a eu le Covid, et je dis que ce Covid, ça a été une chance, parce que comme je vous en ai parlé tout à l'heure, on a isolé des gens, on les a cloués au pilori, on les a traités de tout, bon, le fameux complotiste, tout ce que... Bon, comme je dis toujours, hein, s'il y a des complotistes, c'est qu'il y a des comploteurs. Déjà, premier point. Et pour moi, ce n'est pas un argument. Si je donne un argument à quelqu'un et qu'il me dit je suis complotiste, je lui réponds oui, mais encore, vas-y, contre-argumente, vas-y, fais-toi plaisir. Et généralement, là, vous regardez dans le regard de la personne quand vous lui dites ça et vous voyez le fond de la boîte crânienne, généralement. Le gars, il n'y a plus rien. Donc, il ne faut pas avoir peur. Je vous dis ça parce que n'ayez pas peur. Quand les gens vous traitent de complotistes, défoncez-les. Rentrez-leur dedans. Montrez-leur que vous avez quelque chose à dire. Montrez-leur que vous pouvez faire débat. C'est ce qui manque dans cette société. Aujourd'hui, vous voyez bien sur tous les médias, il y a la saine parole qui vient de l'Élysée. Et dès que vous sortez de cette saine parole, c'est fini. Ben non, je ne suis pas d'accord. Non, réagissez, interposez-vous et dites les choses telles que vous les ressentez. Et vous allez voir que la bascule peut s'opérer rapidement. Parce que quoi qu'on en pense, ces gens-là sont une minorité. Nous sommes le nombre, ils ne sont rien. Ben, je vous le dis, parce que c'est comme ça. Sauf que si vous ne vous faites pas connaître, vous ne vous mobilisez pas, il ne se passera jamais rien. Alors, là, vous voyez, vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais vous expliquer. Il y a 4 ans, quand il y a eu le Covid, il y a un groupe de 4 ou 5 personnes qui se sont réunis au bord d'un lac et qui se sont dit, bon, il y a un truc qui ne va pas. On est chez les dingues. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chauve-souris, du pangolin. Quand vous entendez des choses comme ça, vous vous demandez si vous n'avez pas trop picolé, vous voyez. Et quand ces gens se sont réunis, ils ont commencé à réfléchir à l'idée de créer un groupe pour que les idées de chacun puissent être mises en commun. Et, comment dire, je vous ai parlé d'empathie, je vous ai parlé de partage tout à l'heure, simplement pour dire, quelle que soit l'orientation de la personne, qu'elle soit sexuelle, religieuse, que ce soit une classe sociale, que ce soit un gars au RSA ou un gars qui est blindé d'oseille. Nous, sur le bassin d'Arcachon, il y en a quand même un peu qui ont de la monnaie, mais il y en a aussi beaucoup qui sont dans la détresse. Et les gens se sont mis en commun et ont commencé à réfléchir à faire nation. Alors faire nation, c'est un grand mot, hein, évidemment. On peut toujours utiliser des termes pompeux comme ça, mais moi, c'est plus l'idée de créer du lien, travailler ensemble et aller de l'avant. Et petit à petit, le groupe s'est formé. Aujourd'hui, on a un groupe de 132 personnes qui sont réparties. On a créé 10 pôles différents. On travaille également avec d'autres groupes localement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des contacts sur une pénétrante qui fait à peu près 65 km de long sur une 35-40 de large, avec plusieurs centaines de personnes. Et on fait travailler les gens localement, petits producteurs, les poulets, les œufs, les légumes. Alors vous voyez que dans nos groupes, on a un pôle artisanat, un pôle cuisine alimentation, un pôle économa, un pôle éducation, un pôle finance, un pôle troc et services, un pôle survie, un pôle santé, un pôle potager élevage et un pôle, je vais y arriver, philosophie, spiritualité. Alors vous allez me dire, non mais attends, la situation de la France, elle est telle, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans un pôle artisanat? Moi, j'en ai rien à faire de faire des petits paniers ou de décorer avec des fleurs. Eh bien, détrompez-vous. Pourquoi? Parce que ça crée du lien. Vous avez des gens qui vont venir, qui vont s'inscrire dans le groupe, qui vont aller faire de l'artisanat, parce que c'est leur kiff, hein, c'est leur hobby. Et ils vont venir, ils vont rencontrer d'autres personnes
Et ces personnes-là, ils vont échanger, ils vont créer du lien, et ensuite vous allez les voir aller dans d'autres groupes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les gens, notamment les gens d'un certain âge, se rassurent, sont contents de voir qu'ils ne sont pas tout seuls. Et parce que généralement, les gens, quand vous êtes seuls, vous êtes chez vous, vous dites, merde, qu'est-ce qui se passe là? Comment je fais? Comment je survis, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de rentrer dans un mode de survie. Hein. Si vous voyez la situation économique, dites-vous bien que là, c'est l'œil du cyclone. Hein. On y arrive, hein, tout doucement. Hein. Ok, bon, moi, je ne vous explique pas dans quel pôle je suis investi, évidemment, vous en doutez. Voilà, c'est le pôle survie. Avec un autre des forces spéciales, on essaie d'œuvrer dans ce sens. On a même organisé une petite sortie terrain avec des dames de 70-75 ans qui n'arrivaient pas à arquer. On les a fait dormir dans un hamac, faire des feuillets, etc. Je peux vous dire, bon, elles ont fait une nuit, après elles sont rentrées à la maison. Elles ont dit, bon, ça va. Mais elles ont quand même touché du doigt que finalement, eh ben, c'est important d'être en groupe, de se tenir, et que chacun... Et alors l'intérêt du groupe, c'est quoi? C'est aussi de mettre en commun les compétences de chacun. Vous avez des gens, bon, moi je suis un ancien militaire, dans le groupe évidemment, avec le groupe survie, on va plutôt être dans l'idée de la protection, de la sauvegarde du groupe. Mais vous avez des gens qui sont médecins, on a des infirmiers, on a des gens qui font de la cuisine, on a des gens qui font... Donc en fait, ben, vous faites groupe et vous pouvez survivre au moment où d'autres qui seront seuls seront perdus, seront finis. Alors je ne dis pas qu'il faut psychoter et se dire que demain c'est la guerre civile, mais se préparer, c'est quand même vachement important. Apprenez à vous préparer, parce que si vous négligez votre protection, attendez-vous demain à être négligé. Personne ne viendra vous sauver. Hein. Moi, je vous dis, j'ai vu ça sur différents théâtres d'opération. C'est un peu chacun pour soi. Hein. Quand ça siffle dans tous les sens, là, le voisin, vous n'y pensez plus. Hein. Vous pensez à sauver vos miches à vous. Hein. Alors, je grossis le trait volontairement, hein, évidemment. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est pour vous imager le propos. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler il n'y a pas longtemps. C'est le guide de survie que le gouvernement doit nous envoyer. Alors là, je dois vous dire qu'en tant qu'ancien militaire, entendre dire que s'il y a une explosion nucléaire, il faut fermer sa porte, vous pouvez la fermer, hein. Ben, vous allez partir avec la porte, le mur, la maison, et vous allez vous transformer en énergie et lumière. Voilà, c'est une belle mort. Mettez de l'indice 100 de protection, vous allez bronzer d'un coup. Il n'y a pas de problème. Alors moi, il y a 4 ans, quand je suis arrivé dans le groupe, dont je ne dis pas le nom, puisqu'on veut rester... Alors, ce groupe, je précise, hein, ce n'est pas une association de loi de 1901, il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'argent, c'est uniquement des gens qui viennent, qui partagent, qui le font bénévolement, et on fait des réunions régulièrement, et on termine toujours la réunion par une auberge espagnole. Alors, ça fait rigoler, j'ai dit ça une fois, ça faisait rigoler les gens, mais vous savez que c'est super important, parce que les meilleures décisions, vous les prenez autour d'un bon verre et d'une assiette. À la française, ça s'appelle vivre à la française, ça. Ça fait partie de nos traditions. Donc moi, dans le pôle survie, il y a 4 ans, j'ai commencé par créer un memento survie, vous voyez, comme quoi j'ai anticipé le mouvement. Et puis j'ai créé un memento topo où j'apprends aux gens à se déplacer sans utiliser les moyens modernes, donc avec une carte et une boussole. Alors il y en a qui m'ont dit, ouais, mais enfin, t'es un peu à la bourre là, mon gars, là. Il y a des GPS, oui, sauf que demain, il n'y a plus d'électricité et on vous coupe les GPS. Vous devez aller du point A au point B, vous pouvez toujours appuyer sur les boutons, hein. Ça ne va pas marcher. Et on a j'ai rédigé un memento radio pour apprendre aux gens à communiquer. Et donc du coup, ce qu'on a fait, on a divisé dans le groupe par secteur, et avec un responsable de secteur, et s'il y a une information importante à passer, on lui passe. Et à l'intérieur de ce groupe, les gens échangent avec des petits talkie-walkie, ils apprennent à s'en servir, et gardent le contact. C'est hyper important. Tout le monde sait où tout le monde habite. Ils font des réunions dans les sous-groupes. C'est des petits groupes qui sont localisés, et chaque sous-groupe est connecté au groupe. Et on fait ça avec les autres groupes avec lesquels on travaille. Voilà. Donc ça a du sens, parce que les gens ne se sentent plus isolés. Ça ne veut pas dire que si demain il y a un gros problème, ils vont mieux s'en sortir. Enfin, ils s'en sortiront mieux, c'est certain. Mais ça les rassure. Vous voyez, ils ont appris à faire des stocks, ils font du potager, ils cultivent leurs légumes dans leur jardin. Ceux qui n'en ont pas, ils partagent et ils donnent. Vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'on a appelée les valeurs de l'identité française, hein, qui pour moi sont capitales.
Alors, ouais. Donc là, vous voyez, bon, je fais un petit peu ma pub, mais vous allez voir que ce n'est pas innocent pour vous, parce que j'ai, vous voyez, donc vous avez les 3 mémentos, il y a 2 calculateurs Excel également, un qui vous permet de constituer votre sac et qui va vous calculer le poids et le prix, avec la liste, vous pouvez y cliquer, bon, c'est sur Amazon, mais vous pouvez l'acheter où vous voulez, ça vous permet de voir de quoi peut être constitué un sac de survie. Vous avez un deuxième calculateur qui lui est intéressant aussi, parce que il vous permet de calculer votre stock alimentaire en fonction de la composition de la famille et en fonction des données qui sont données par la NSE. C'est-à-dire que ça va vous calculer les calories, etc. Vous avez une base de données, vous remplissez, ça vous calcule, vous pouvez le faire sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous avez aussi 2 tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous en servir. Ça, avant, alors j'ai écrit aussi c'est pas un livre, hein, c'est un guide. Je vais vous expliquer ce que c'est. À la base, j'avais fait un memento de gestion de crise. Et dans ce memento de gestion de crise, compte tenu de mon expérience sur le terrain, j'ai développé 5 scénarios qui vont du plus gentil, on va dire, au pire. Et je l'ai donné au groupe aussi, parce que tout ça, je le donne. J'ai donné au groupe pour qu'ils puissent travailler. Sauf que les gens m'ont dit, bon, écoute, les scénarios, on ne comprend pas trop, tu n'as pas mis les solutions. Parce que les gens, si vous ne les bordez pas le soir et vous ne leur ramenez pas les croissants le matin, c'est compliqué, hein, pour certains. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais compléter le guide. J'en ai fait ce petit livre, hein, qui fait quand même presque 130 pages, et où j'ai mis les scénarios de crise et les solutions. Donc du coup, il est complémentaire au reste, et les gens peuvent travailler en groupe. Donc c'est ce que je préconise d'ailleurs dans le guide, c'est de dire un samedi matin, vous vous réunissez localement dans votre coin, vous prenez le scénario X ou Y et vous vous dites, exemple, il n'y a plus d'électricité, vous vous levez le matin et avec votre femme, vos gosses, enfin votre famille, vous dites, bon, il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Et vous vous amusez à travailler comme ça les scénarios. Et bien vous allez voir que contrairement à ce qu'on peut croire, quand vous vous mettez in situ, c'est loin d'être évident. Okay, alors du coup, je l'ai mis sur Amazon, le livre, hein, bon, évidemment. Je ne veux pas m'enquiquiner à imprimer, stocker chez moi, vendre, envoyer, j'ai pas le temps de toute façon. Donc tout ça là, vous l'avez gratuitement. Si vous voulez, venez me voir, je vous donne une carte, vous avez les liens. Vous les téléchargez gratuitement. Tous les mementos, les calculateurs, je vous donne tout, vous vous en servez comme vous voulez. Et ceux que ça intéresse, si vous voulez, vous allez acheter le livre, hein, enfin le guide. C'est vous qui voyez, d'accord? Donc c'est quand même vachement important parce que je considère que se préparer, c'est un minimum. Aujourd'hui, il y a plein de gens, je peux vous dire, hein, vous connaissez la loi de Pareto, les 20-80? Dans les villes, demain, il y a un gros crash, vous avez 80% de la population, ils sont foutus. Hein. Ils savent pas où aller. Regardez, dans le livre, je commence par un scénario tout bête, qui a d'ailleurs été développé par, comment il s'appelle, Laurent Oberton. Et lui, il part sur un schéma où il n'y a plus d'électricité. Mais réfléchissez s'il n'y a plus d'électricité demain. C'est dramatique. Si vous avez les volets électriques, vous ne pouvez plus ouvrir les volets. Plus de plaques de cuisson. Plus d'eau, parce que les pompes électriques, elles ne fonctionnent pas avec des piles. Plus de carburant. Plus de livraison. Plus de bouffe. Plus de bouffe. En combien de temps? En 3 jours, c'est le chaos. Vous avez vu pendant le Covid, d'ailleurs dans la vidéo que j'ai faite, que vous avez sur le site où je le montre, vous avez des femmes qui se sont foutues sur la figure, on va dire, pour du sopalin. J'ai la vidéo sur le truc. Elles se sont tabassées pour du sopalin. Non mais on est chez les fous là. Donc imaginez demain si les gens n'ont plus rien à manger. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Ok? Allez. Qu'est-ce que j'ai après? Alors, l'identité française comme force d'avenir, servir au lieu de se servir. Et c'est la problématique qu'on a aujourd'hui. Je vous ai parlé tout à l'heure des valeurs de l'identité française. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Et c'est ce qui me pose problème moi, en tant qu'ancien militaire. J'ai passé 22 ans à servir. Et aujourd'hui, je vois une bande de pieds nickelés qui se servent. Mais qui se servent à des niveaux stratosphériques. Et ça, c'est pas acceptable. C'est absolument pas acceptable. Et il n'y en a pas un qui tient la route. Hein. Pas un. Enfin, je suis désolé. Alors, il y en a peut-être un ou deux qu'on voit, mais ils n'ont pas droit à citer. Et puis, aucune chance d'être élus. Donc, on voit bien ce qui est en train de se tramer. Alors, comment on peut régler le problème? C'est compliqué. La première chose, de toute façon, j'en démords pas, si vous voulez qu'on avance et qu'on puisse faire quelque chose, il faut que les gens
se réunissent, communiquent, échangent. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de débattre aussi. Et c'est le débat qui fait la société. Et moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde n'est pas d'accord avec moi, parce que personne n'est parfait. Chacun a sa vérité, mais sa vérité, ce n'est pas la vérité. D'accord ? Donc l'idée, c'est de débattre et trouver un consensus. À partir du moment où vous allez pouvoir échanger, discuter, eh bien, vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Et si vous ne trouvez pas de terrain d'entente, ben, vous vous séparez. Point final. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des gens qui nous spolient, qui nous volent, qui se foutent de nous en plus, hein, qui sont dans le mépris total. Vous avez une classe politique, je ne vais pas utiliser le terme élite, parce que là c'est pareil, je vais choper des plaques de boutons. Mais vous avez une classe politique, mais qui est pathétique. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le niveau à l'heure actuelle de ces gens-là. Enfin, c'est impressionnant. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis ébahi de voir ça. Donc la première chose, c'est travailler localement, contacter les gens autour de vous, faites du lien, et même les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, et même dans la famille, faites-le, parce que plus vous pourrez créer du lien, plus vous allez augmenter les groupes, et plus vous allez avoir une force d'opposition. Alors on me dit, réparer la transmission, réenraciner les mœurs, relancer la dignité par le travail, ça c'est après. C'est après. Alors je vais répondre à la question, puisque vous ne manquerez pas de me la poser, donc je vais vous la poser tout de suite. On me demande souvent, on me dit, mais que fout l'armée ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est facile, hein, assis dans son canapé avec la zapette pour changer de chaîne et dire, bon, qu'est-ce qu'ils font les gars là ? Vous y allez là ou vous y allez pas ? Parce que c'est ça aujourd'hui. Hein, on vous dit, bon, t'y vas, puis quand c'est bon, c'est fini, tu m'appelles, hein, on va aller prendre l'apéro. Non, ça marche pas comme ça. Les militaires, qu'est-ce que c'est le militaire ? C'est le bras armé du politique. Code de la défense. Lisez le code de la défense, vous allez voir. Le militaire, il est aux ordres du politique au pouvoir. Alors, moi, la réponse que je fais, je ne suis pas juriste, hein, je ne suis pas expert je suis pas un expert constitutionnaliste. Moi, je l'ai bien dit. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Mais je sais lire. Et je l'ai lu, le code de la défense, parce que je me suis dit, c'est vrai, pourquoi les militaires, ils n'interviennent pas ? Alors, si les militaires intervenaient, et je peux vous dire que j'ai beaucoup de contacts dans les armées, le week-end dernier, j'étais à l'Assemblée Générale de Place d'Armes, où il y avait quelques généraux qui étaient présents, à commencer par le général Picmal, l'ancien patron de la Légion, un personnage quand même. Et ils n'ont qu'une envie, c'est d'y aller. Mais vous avez 75% des militaires qui voudraient y aller. Parce que la guerre aujourd'hui, elle n'est pas en Russie, hein. Elle est chez nous. Il ne faut pas vous leurrer. Hein. La guerre à l'heure actuelle, elle est ici. Hein. Si vous ne prenez pas conscience de ça, je pense que vous avez loupé un épisode. Alors vous ou ceux de la nation. Donc le militaire, lui, il a envie d'y aller, mais il ne peut pas. Alors moi, j'ai fait une vidéo qui, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vulgarisé le propos pour expliquer comment fonctionnait la nation française, en expliquant ce que c'était que l'exécutif, le législatif, le Conseil d'État, le Conseil constitue, le socle de constitutionnalité. Vous voyez, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je connais un petit peu, j'ai lu. Et en fait, vous vous apercevez qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui tient. Non seulement ils sont illégitimes, mais ils sont dans l'illégalité la plus totale. Vous regardez les textes, ils ont failli à toute leur mission. Donc le seul, aujourd'hui, au regard des textes, qui est en position de prendre le pouvoir, il n'y en a qu'un. C'est le peuple. Sauf qu'il faudrait s'entendre. Pour s'entendre, il faut se réunir. Créer. Vous avez un gars qui s'appelle Étienne Chouard. Bon, je ne suis pas fondamentalement d'accord sur tout ce qu'il dit, mais l'idée de fond, elle est bonne. Un pouvoir constituant. Eh bien, vous savez que s'il y a un pouvoir constituant demain, et qui prendrait le pouvoir, qui dirait, bon, allez les gars, assez joué, dégagé, l'armée serait tenue d'assurer la sécurité de ce pouvoir constituant. Donc, au lieu de dire que fait l'armée, demandez-vous quand est-ce que je me bouge les miches et que je me structure pour pouvoir reprendre le pouvoir qui est le mien aujourd'hui. Alors, quand je dis le mien, c'est pas moi, hein, je ne parle pas de moi, je parle de nous tous. Facile à dire, pas facile à faire. Parce que, encore une fois, il faut du courage avec le même mot qui commence par la même lettre. OK ? Bon. Alors, il y a 3 questions fondamentales à se poser aujourd'hui. Vous les avez à l'écran, elles sont simples en fait. C'est servir ou trahir, c'est unir ou diviser, et la dernière, très importante, c'est renaître ou disparaître. Si rien n'est fait, si on ne se bouge pas,
moi je peux vous dire que ça en est fini de la nation française. Après, vous aurez tout loisir de pleurer, d'apprendre une nouvelle langue et une nouvelle culture. C'est possible que ça se passe comme ça. Hein. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. Vous, nous tous, on peut faire plein de choses, mais ça ne suffira pas. Voilà. Je ne sais pas si le message est suffisamment clair. J'en suis à combien là? 11h10? Oh, ça va, je suis pas mal là. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé, je n'ai pas été spécialement très agréable sur certains points. Je suis tout à fait prêt à subir vos foudres et vos questions assassines. Il n'y a pas de souci, j'ai les épaules larges, je peux. Vous avez des questions? D'abord, merci Monsieur Clerval pour cette intervention. Je pense que tout le monde était très intéressé et je pense qu'effectivement c'était très instructif. Donc on vous remercie déjà pour cette intervention. Et puis oui, effectivement, s'il y a des questions dans la salle, je me permettrai d'en poser aussi moi aussi. Bien mais sûr. allons-y. Alors attendez, les micros ils sont Les micros ils sont où? Oui, j'ai une question à vous poser par rapport à l'exposé que vous venez de faire. À votre avis, quel serait le prétexte pour qu'il y ait une guerre civile en France? Parce que, en fait, dans ce que vous nous avez dit, il y a les prétextes dedans. Ils sont là. Alors, je ne vais vous livrer que mon ressenti et ma façon de voir la chose. Après, ce n'est pas forcément la façon de voir les choses de tout le monde. Vous avez vu qu'on a un exécutif qui n'exécute que les ordres qu'il reçoit. On est d'accord, hein? Les ordres, ils ne viennent pas de nous. Hein. Ils viennent de Bruxelles, des États-Unis. Bref, on voit qu'il y a un agenda. J'ai écouté hier, je suis tombé, mais alors, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'ai vu une ancienne vidéo d'Attali qui parlait, je crois que c'était en 90-92, et qui expliquait mot à mot ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Mais alors, on aurait dit que c'était ce matin. Et pourtant, ça date d'une vingtaine d'années. On a un plan qui est en train d'être orchestré. Vous avez tous entendu parler du Klaus Schwab avec son fameux Great Reset, que j'ai lu, évidemment. Son taré de Hariri, là, qui est complètement fada aussi, celui-là. Et vous avez une caste, aujourd'hui, qui se prend pour les dieux du monde et qui veulent créer un État planétaire, évidemment, auquel ils seraient aux commandes. Hein. Et nous, petites fourmis nourries d'insectes, on serait leurs dévoués, leurs esclaves et de préférence soumis. Donc une guerre civile, ça ferait les affaires. Alors une guerre civile ou une guerre tout court, vous n'avez pas manqué de remarquer qu'on a une armée qui est à l'os, on a 3 jours de munitions, allez peut-être 4, je vais être gentil, et que vous avez le décérébré de l'Élysée qui veut nous envoyer absolument nous battre contre les Russes. Moi je connais un peu la Russie. J'ai vécu 2 ans avec une Russe, j'y allais assez régulièrement. Et je peux vous dire que là, vous avez des patriotes plus. Hein. C'est du XXL, là. Donc on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Et que si demain on envoie nos jeunes face à cette armée, ça ne va pas durer comme les impôts, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, alors la question à se poser, c'est pourquoi un gars qui est président de la République cherche à tout prix à enclencher un conflit avec une nation nucléaire. Il ne faut quand même pas l'oublier. Si on prend un Sarmat sur la tête, vous allez voir ce que ça va donner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez bronzer d'un coup là. Pourquoi? Vous savez, il y a les conséquences et les causes. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si vous avez, c'est mon opinion, hein, si vous avez une guerre, eh ben déjà, il n'y a pas besoin de parler d'élection en 2027. Regardez Zelensky, ça fait 1 an qu'il traîne ses galoches entre lits et qu'il s'en met plein les fouilles. Voilà, donc pas d'élection. 2, s'il y a une bonne guerre, pendant que vous êtes occupés à vous battre au front, ben eux, pendant ce temps, toutes leurs exactions, elles passent à la trappe. Il n'y a plus besoin d'aller les juger ni quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils sont toujours aux manettes. Vous êtes sur le front à vous faire dégommer, et eux, je vous rassure, hein, ils continuent à vivre correctement. Donc, s'il y a une guerre civile, je pense qu'elle peut venir de là, volontairement. Après, on a des groupes infiltrés en France, on a des gens d'Azov hein, qui sont présents. Vous en avez même à la garde républicaine, il faut le savoir quand même. Donc on a des milices, et si demain la guerre en Ukraine s'arrête, c'est pas gagné, parce que vous avez tous les mercenaires, les Kosovars et les Albanais, je peux vous dire qu'ils vont venir faire un tour par ici pour continuer à prendre des parts de marché.
Alors, c'est mon opinion, c'est par rapport aux informations que je peux avoir à droite à gauche, puisque j'ai toujours des contacts dans le milieu. C'est pas de l'information vérifiée à 100%. Bon, pour certaines, oui. Il y en a certaines que je ne vous donnerai pas. Mais ça suffit déjà pour comprendre que la guerre civile est une possibilité. Une autre question? Je marche sur le fil. Oui, alors moi, ça concerne plus particulièrement l'agriculture. C'est un domaine aussi sur lequel je suis extrêmement sensible et que j'ai fouillé, qui montre que depuis des années, il y a un plan qui s'applique. Ça avait commencé d'ailleurs de façon visible avec le plan Sicko-Mansholt, donc dans les années 60, commissaire européen à l'agriculture, qui voulait là aussi diminuer les élevages. On a assisté dernièrement à des abattages massifs de troupeaux qui sont proprement scandaleux, mais qui rentrent dans ce plan. Alors, il faut savoir que Mark Rutte, donc qui était Premier ministre hollandais, avait voulu faire ça dans le cadre d'une lutte contre la pollution. Il voulait faire abattre 25% des troupeaux aux Pays-Bas. Et qu'il y a eu une telle révolte, il y a même eu un mort, je crois, avec des événements très très violents. Ils ont abandonné. Maintenant, ils ont trouvé un prétexte sanitaire. Mais ce plan, il est toujours en action, quelles que soient les politiques qui se succèdent. C'est la même chose dans l'éducation avec le plan Langevin-Wallon. Donc, moi, quand j'entends, et j'adhère à cette notion de constituante, etc., de classe politique, pour remettre... Mais il faut prendre conscience que si on ne met pas hors jeu certains groupes d'influence, et je vais les nommer notamment donc la franc-maçonnerie, qui a gangréné à la fois le milieu politique et le milieu militaire, parce que il y a des militaires dont j'ai eu le témoignage qui, pour accéder à des grades supérieurs, on leur demandait d'accéder à la franc-maçonnerie. Donc tout ça, si on ne remet pas à plat ce type de choses, c'est une problématique et donc, que penses-tu de cette problématique? Alors c'est une bonne question, bon, bien développée d'ailleurs. Et en fait, la version que je vous ai donnée, c'est la version soft pour reprendre des manettes et essayer de faire quelque chose. Si on reprend les manettes, on fera quelque chose. Après, il y a la méthode forte, évidemment, mais c'est une solution que je ne peux pas développer ici, vous comprendrez bien pourquoi, même si on est beaucoup à y réfléchir. Mais bon, le problème, c'est que si vous allez à l'Élysée, bon d'abord, l'Élysée, c'est Fort Knox, vous ne pouvez plus y aller. Mais il y a moyen de faire tomber le pouvoir sans aller à l'Élysée, on peut les faire sortir d'une autre façon. Mais ça s'assimilerait à quoi? À un coup d'État. Et un coup d'État, ça entraînerait quoi? Une guerre civile. Et je peux vous dire, pour en avoir connu 4, qu'il faut absolument tout faire, je l'ai dit chez Borowski sur GPTV, il faut absolument tout faire pour qu'il n'y ait pas de guerre civile. Vous n'imaginez pas les conséquences d'une guerre civile. Parce qu'il y en a qui disent, oui, on va y aller, on va aller tuer tous les Arabes, machin, j'entends des trucs de fous. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que le jour où vous avez votre femme, vos gosses qui sont tués parce que la partie adverse a réussi à rentrer chez vous, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Donc voilà, c'est le dilemme actuel. C'est soit on la fait soft, on mobilise les gens. Alors j'ai dit à Borowski, il me dit oui mais regardez les gilets jaunes, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue. Ben, ma réponse a été mais 2 millions de personnes, c'est rien. On est 68 millions, 2 millions, mais c'est une blague. Ce qu'il faut, c'est que les gens s'unissent et demandent le départ de ces gens-là, mais en masse dans les rues. Alors la dernière que j'ai entendue, pas mal celle-là aussi, c'est rester chez soi, plus utiliser sa carte bleue, machin. Mais ils n'en ont rien à cirer, mais ça les fait marrer. Mais je pense qu'ils doivent choper des barres de rire dans les ministères à écouter ce genre de choses. En revanche, vous pouvez le faire des actions conjuguées, des gens qui descendent, pas dans la violence. Si vous avez 10, 15, 20 millions de personnes dans les rues, c'est plus la même musique, là. Et là, les forces de l'ordre, parce que moi j'en connais plein, c'est les premiers à se révolter. Et ceux qui tabassent, c'est pas forcément... c'est plus ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Des gens qui sont avec des cagoules et pas de RIO. Le RIO, c'est le numéro d'identification du policier. Bon, on a vu ça. Bon.
Donc moi je suis en contact avec plein de policiers, notamment un syndicat de commissaires de police à Paris. Je peux vous dire qu'ils attendent qu'une chose, c'est d'y aller. Voilà. Mais, oui, je vais donner la parole. Mais voilà, c'est un vrai dilemme. Moi je pense que la solution, mais il faut aller vite, c'est pas se dire bon on va y réfléchir, on va monter un collectif, dans 2 ans on se revoit, on va planter des carottes et des choux, et puis dans 2 ans, on voit où est-ce qu'on en est. Non, non, là, il faut se bouger, vraiment, parce que c'est urgent. Alors, j'entends ce que vous dites. Oui. Et évidemment, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec cela, mais qui pour lancer un tel mot d'ordre et faire descendre 10 à 15 millions de personnes dans les rues? Alors j'ai cherché dans l'annuaire s'il y avait encore un De Gaulle ou un Napoléon. J'en ai pas trouvé. Oui, il y en a certainement, oui, mais peut-être pas les mêmes. Écoutez, moi j'ai pas la réponse là. J'ai pas la réponse, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon ben c'est foutu, on attend. Non, je pense que... Pourquoi j'ai pris la parole? Vous savez, ça faisait 4 ans que j'œuvrais dans l'ombre, moi. J'ai jamais fait une manifestation, rien, mais ça n'empêchait pas que je travaillais en toile de fond. Et puis cette conférence de presse de Burkhardt m'a fait réagir. Et à partir du moment où vous mettez votre tronche sur les réseaux, c'est fini. Bon, l'anonymat, ça passe pas. D'ailleurs, comme je vous disais, la semaine dernière, j'étais à l'Assemblée Générale de Place d'Armes, j'ai eu les mêmes questions. Sauf que là, j'étais en famille, entre guillemets, puisque c'était que des anciens militaires ou gendarmes, qu'on a une vision un peu plus radicale des choses, ce qui est normal, hein, puisqu'on ne supporte pas de voir notre pays gangréné par cette vérole, là, ce cancer généralisé. Mais je vous l'ai dit, soit on y va frontalement, on pourrait le faire, hein, je vous dis qu'on pourrait le faire, mais ça déclencherait une guerre civile derrière, et on ne veut pas ça. Il faut que les choses se fassent le plus proprement possible. Mais la personne, je ne sais pas, moi je vois, il y a quelqu'un qui monte bien en ce moment, que j'apprécie pour ses propos, parce que c'est un vrai patriote et qu'il a un discours qui me plaît bien, c'est Philippe de Villiers. Maintenant, est-ce que ce gars-là, il va vouloir... Oui, mais non, mais c'est vrai. Enfin, dans les idées qui sont les miennes, c'est celui qui, pour moi, correspond le mieux. Sauf qu'il n'est pas engagé et que je ne sais pas s'il le fera. Mais bon, vous me demandez un nom, je peux vous en donner un comme ça, parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait créer de l'émulation et drainer derrière lui vraiment un clan patriotique. Parce qu'il ne faut pas croire, on dit la France est foutue. Moi, je vous le dis, quand les milliers de commentaires que j'ai eus sous mes vidéos, les dizaines de milliers, sont tous plus dithyrambiques les uns que les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'il y a un esprit patriotique encore dans ce pays. Voilà, à partir du moment où vous avez un parti politique ou je vais plutôt dire une idéologie dominante à qui on donne la parole et que cette parole-là, c'est la bien-pensance, c'est difficile. Heureusement, il y a des médias alternatifs. Aujourd'hui, il y a des médias alternatifs, et ces médias alternatifs, évidemment, on essaie de les faire taire. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai fait une vidéo sur les lois liberticides aussi, pour expliquer aux gens, et même le général de Richouf m'a téléphoné en me disant, j'ai regardé votre vidéo, je savais que ces enfoirés, je prends ces termes, nous préparaient un plan pourri, mais là j'ai vraiment compris ce qu'ils étaient en train de mettre en place. Allez la voir, vous allez voir, même moi, mais je vous dis, quand j'écris mes storytelling, je fais des bons comme ça, il faut que je prenne des gouttes, parce que ça m'énerve tellement que... Et je me dis, c'est pas possible. Oui, mais le problème, c'est qu'on vous noie, c'est le en même temps, vous savez, le fameux en même temps. Voilà, il faut sortir de ça. Restez, vous savez, je dis souvent, croyez ce que vous voyez, mais ne croyez pas ce qu'on vous demande de voir. Voilà. S'il y a quelque chose qui vous pique, quelque chose qui, même si on vous dit le contraire, creusez, posez-vous les questions. Cherchez les causes, les conséquences, on les connaît. Cherchez toujours les causes et vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose de malsain derrière. Non, je vais poser une question à mon tour, qui va être désagréable. Je vais être pessimiste de votre point de vue. Imaginons que nous ayons le scénario à la Oberton. Si vous vous basez sur ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, comment voyez-vous les choses? Parce qu'aujourd'hui, on va être très clair, démographiquement, nous sommes en train de perdre les villes. C'est une réalité. Désormais, dans les villes, il y a désormais une majorité, en tout cas dans les villes de l'Est et du centre de la France, il y a une majorité de naissances extra-européennes. Et même au niveau de l'âge adulte, on va dire jeune, en comptant les immigrés, nous commençons à devenir minoritaires.
Donc, quid de ce qui se passerait sur ce genre de scénario? Quid des populations encore françaises dans ces villes? Elles fuiront, elles se feront massacrer, qu'en dites-vous? Ah, effectivement, c'est pessimiste, là. Hein? Non, l'autre scénario, à mon avis, est pire. Non, mais écoutez, moi je suis pas un prophète. Hein. Moi, je vous partage, je fais du partage d'expérience. J'ai 30 ans de vie à la fois sur les drapeaux, sur les théâtres d'opération, et puis, je vous ai dit, 7 ans en Algérie pour faire de la protection de personnalité. Donc, j'ai une certaine vision des choses. Moi, ce que je peux vous dire, dont je suis certain, c'est que personne aujourd'hui ne sait ce qui va se passer. Voilà. Donc, on peut tirer tous les plans sur la comète, et d'ailleurs, je vous conseille d'éviter de le faire. Il faut s'adapter à la situation, mais en revanche, c'est clair que les Français doivent se réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, vous êtes mort. Donc, et quand je dis il faut se réveiller, c'est tout de suite. C'est pas dans 6 mois. Alors, se réveiller, il y a plusieurs façons de se réveiller. Je vous en ai donné quelques-unes. Méditez-les. Vous pouvez télécharger tous les documents que j'ai créés. Et j'ai plein de gens qui me témoignent en me disant merci déjà parce que c'est gratuit. Hein. Parce que le memento que vous allez recevoir de l'État, hein, il est payé avec votre pognon, hein, ceci dit en passant. Hein. Donc voilà, entre parenthèses. Moi, ça a été fait avec mes deniers et c'est gratuit. Bon, enfin bref, c'est pas la question, mais travaillez ces sujets-là. Prenez bien conscience que quand une situation dévisse, même votre voisin, vous pouvez même plus lui faire confiance. Hein. Vous savez, vous avez un film qui s'appelle Le jour d'après. Regardez le jour d'après, vous allez voir, c'est tout à fait révélateur. Mais c'est exactement comme ça. Je ne vous parle pas des guerres de voisinage, où on va profiter de la situation pour celui qui nous emmerde depuis 10 ans parce qu'il ne coupe pas ça et allez, on lui pique sa baraque, etc. etc. Ça, on l'a vu. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de solution vraiment. Je vais dépasser le temps, non? C'est ça? Non, c'est bon? Oui. Quand vous parlez de guerre civile, est-ce que pour vous c'est une guerre civile intergénérationnelle? Non. Interethnique? Oui. Non. Interethnique avec... Oui. Écoutez, moi j'ai bourlingué partout. Je vois M. Berkov dans la salle qui est né au Liban. J'ai fait 3 séjours au Liban. Donc j'ai eu l'occasion, en me déplaçant en zone, de rencontrer un peu toutes les factions. Bon, aujourd'hui, c'est un merdier indémerdable, hein, parce que bon, ça fait depuis... Moi, j'étais en 80, donc vous voyez, ça fait 40 combien? 45? Oh la vache. Ouf, je vais prendre une chaise, là. Hein, ça fait 45 ans. Et aujourd'hui, ben, vous avez quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur, qui était le maire de Lyon. Tiens, je vais vous bouffer son nom, là. Oui, Gérard Collomb. Paix à son âme, qui a dit qu'aujourd'hui on était entre guillemets 2 civilisations côte à côte et qu'en demain on serait face à face. Ce qu'il faut comprendre chez les musulmans, et il y a plein de bonnes choses dans la religion musulmane, il ne faut pas croire que tout est mauvais. Mais ils ont une particularité que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus, c'est qu'eux, ils sont unis. Demain, exactement, ils sont solidaires. Un musulman aidera toujours un autre musulman. Ça fait partie de leur culture. Pourquoi? Parce que c'est leur religion qui drive leur vie, pas nous. Nous, c'est pour ça qu'on a cette société aussi individualiste aujourd'hui. Donc quand je vous dis de faire du lien, créer des groupes et apprendre à vous connaître, à partager, à échanger, à faire débat, à prendre des décisions, à aller de l'avant, c'est pas pour rien. Je vais vous prendre un autre exemple aussi. Tiens, mauvais exemple, hein. Ça me coûte d'en parler, mais je vais le faire. Regardez les élections, regardez la gauche. Bon, je ne vous dis pas ce que je pense d'eux, mais pendant les élections, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne peuvent pas se piffrer. Je pense qu'ils doivent se foutre des baffes dans les couloirs toutes les 2 minutes. Mais par contre, pour les élections, ils se sont unis, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné. Ils ont quand même bien brillé. Et une fois les élections gagnées, qu'ils ont eu leur poste à 8000 balles par mois, bon, ils se sont refoutus sur la gueule dans les couloirs, hein, c'est pas un problème ça. Tout ça pour vous dire que l'union, on dit toujours l'union fait la force, mais ça n'a jamais autant été aussi vrai, c'est clair. Merci, je voudrais vous poser une question. Je vais intervenir tout à l'heure en début d'après-midi en disant qui je suis. Mais je vais faire référence à la dernière guerre civile française, ouais, qui a eu lieu dans les années 50 et 60, où des militaires ont fait des choix. Ils ont fait le choix du peuple par rapport au choix des politiques. Parce qu'ils ont défendu un peuple qui se faisait spolier, massacrer. Vous avez bien sûr entendu parler du massacre d'Oran, etc. Bon. La question qui s'était posée à l'époque, la question centrale,
que portait un sous-stel. C'était justement la question assimilation-intégration. Et le problème me paraît être plus là qu'on réfléchisse à cette question entre nous, de dire, parce que vous avez, à mon avis, essentialisé les musulmans. Il y a une différence entre l'islam et les musulmans. Oui, bien sûr, mais je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Non, mais permettez que j'y rentre un petit peu. Hein. Je crois que à cette occasion, on a loupé la relation avec les musulmans. Bah, je suis d'accord. Hein. Donc on aura un exposé d'un de nos amis, là, Roger, cet après-midi, pour nous expliquer comment ça a été loupé. Mais moi, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que l'armée, à un moment donné, a fait un choix. Voilà. Et ce choix, moi, je le respecte, je l'honore régulièrement. Mais je vous suis complètement, sauf qu'il y a un léger détail. C'est qu'on n'est plus en 1950. Et qu'aujourd'hui, on est dans un conflit mondialisé, on n'est plus dans un conflit tel qu'il était pendant la guerre d'Algérie, et que la situation à l'heure actuelle n'a rien à voir. Alors je suis d'accord qu'on n'a pas su intégrer, bon, il y a le problème des harkis aussi, ça c'est évident. Là, on est passé complètement à côté des choses. Bon. Après, moi, je ne suis pas un expert, comme vous, semble-t-il, de la guerre d'Algérie. Mon père s'y est battu. Bon, il est rentré un peu chamboulé quand même de tout ça. Et comme on peut rentrer chamboulé de chaque guerre. Maintenant, je pense que l'armée d'aujourd'hui n'est pas l'armée de 1950. Moi, je l'ai quittée parce que justement, elle était en train de basculer dans un domaine qui ne me correspondait plus, où certaines valeurs disparaissaient. On a des chefs carriéristes, on a parlé tout à l'heure de la franc-maçonnerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un haut poste dans l'armée, d'ailleurs, je crois que c'est le général Tauzin qui en parle, hein, l'ancien patron des forces spéciales et qui a commandé le premier RPIMA, il dit, si vous n'êtes pas franc-maçon, vous n'avez pas le poste. Bon, voilà, donc si vous voulez, moi j'aime bien revenir à l'histoire pour m'en servir comme argument, mais je n'oublie jamais l'époque dans laquelle je vis. Aujourd'hui, très objectivement, on n'est plus du tout dans le même schéma. L'état d'esprit même du militaire n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai eu une information la semaine dernière d'un colonel de la DGSE qui est en activité et qui m'a dit, on a fait un essai, enfin un test, 47% des militaires ne veulent pas aller se battre. 47%, c'est-à-dire 1 sur 2. De plus, il faut rajouter là-dedans du communautarisme. On a du communautarisme dans les armées, il faut le savoir. Donc, si demain il y a une guerre, comment vont se comporter? Alors je prends les musulmans parce que, évidemment, c'est la population la plus représentative, mais je pourrais prendre d'autres. Il n'y a pas, si vous voulez, de volonté de stigmatiser le musulman, bien au contraire. En plus, j'ai plein d'amis musulmans, ce n'est pas le problème. Mais il y a des facteurs comme ça aggravants qui n'existaient pas dans les années 50. Vous n'aviez pas un communautarisme dans les armées dans les années 50. Voilà. Donc aujourd'hui, l'ennemi, il est multifactoriel. C'est une hydre à plusieurs têtes. Hein. Entre les infiltrés et puis on a des ennemis exogènes et endogènes, mais exogènes aussi. Et en fait, quand vous écoutez, vous regardez, ne serait-ce que sur un plan économique ou en géopolitique, par définition, tous les pays du monde sont nos ennemis, parce que chacun veut sa part du gâteau, et sur un plan économique, évidemment, ils veulent la récupérer. Donc, et nous, on a des gens faibles. Et c'est pour ça que la France est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où vous êtes faible, que vous ne savez pas mordre, ben vous vous faites bouffer. Et c'est ce qui est en train de se passer. La France, sur le plan international, bon, je ne parle même pas de la diplomatie. Hein. Voilà, donc ce n'est pas la même situation. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Voilà. J'ai répondu? En partie. 2 secondes. Ça me permet d'appeler tous nos amis. Il faut encourager les musulmans, ceux qui sont de culture et qui défendent nos valeurs. Oui. Je pense notamment à Boualem Sansal, hein, qui est aujourd'hui emprisonné et qu'on abandonne royalement. Il n'y a pas de mobilisation. La mobilisation est nulle. Hein. Mais on ne le fait pas. Comme on a abandonné les harkis, il faut quand même s'en souvenir. Il faut quand même qu'on garde. Hein, et qu'on se regarde un petit peu, voilà, tout simplement. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir aller, et pas dans un sens de rejeter. Non, mais je ne parle pas de rejet. D'abord, déjà, je vais vous dire, si vous me dites qu'il faut intégrer les musulmans, je pense que d'abord, c'est peut-être à eux à commencer à vouloir s'intégrer, pas inverser les rôles, à mon avis. Hein. Moi, quand chaque fois je vais dans un pays, je m'adapte au pays dans lequel je vais. Donc là, déjà, vous voyez, je ne suis pas fondamentalement d'accord avec ce que vous me dites, mais à partir du moment où il y a une vraie volonté d'intégration, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ce qui n'est pas le cas. Enfin,
Moi, j'en connais plein, hein, je vous dis, j'ai plein d'amis musulmans qui sont intégrés, qui vivent la France comme des Français. Mais vous avez beaucoup de gens qui viennent ici, vous savez pourquoi, et qui refusent de s'intégrer. Parce que, bon, voilà, donc ceux-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez essayer de les convaincre? Non, moi, je les fous dehors, tout simplement. Pardon? Mais bien sûr, on sait très bien. Une dernière question. Ah, vous êtes trop loin. On va vous la faire poser après. Merci. On va donner la parole à la dame au fond, parce que c'est toujours les premiers qui... C'est juste pour répondre au monsieur, parce que je suis expert agricole, et donc il a posé une question, si tu peux aider. Oui. Mais il est parti, le monsieur? C'est dommage. Je vais laisser la dame, comme ça je pourrais répondre. Allez-y, madame. On va lui donner le micro, je pense. De ce que vous dites, et de mon expérience personnelle, Oui. moi, j'ai l'impression là qu'on est dans une sorte de... Monsieur, je m'excuse, mais je vous entends pas bien. Vous pouvez donner un micro? Oui, venez. C'est sympa ici. De ce que vous dites, monsieur, et de mon expérience personnelle, puisque je suis pied noir, moi j'ai l'impression qu'on est dans un attentisme en France, on est dans un attentisme. Certes, des choses se passent, mais on hésite à franchir le pas. Parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de blocages. La peur. Voilà, la peur, les blocages, comme vous dites, les facteurs exogènes, endogènes, les ennemis de partout, etc. Sauf qu'on ne peut pas prendre son destin en main si vraiment on ne franchit pas à un moment ou à un autre le pas. Effectivement, vous avez évoqué de faire collectif, mais le temps que tout ça se mette en branle, disons, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais il y a déjà des choses engagées depuis longtemps. Hein. Oui, voilà, mais comme vous dites, l'armée, qui sont quand même l'armée, la police, etc., qui sont des piliers essentiels de la sécurité, etc. Si jamais on voit trop de dérives en France, comme c'est le cas, on peut aller en effet vers une guerre civile. Et qu'est-ce qui se passera? Eh bien, on va essayer de partir à l'étranger. Nous, les Français de souche. Mais il y en a plein qui partent, voilà. déjà. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se produira. Si Alors, jamais on reste dans ce genre de... Oui, mais justement, je pense que scénario. ce genre de réunion est faite pour ça, pour sensibiliser les gens et leur dire bougez-vous. Mais pour rebondir à ce que vous me dites, aujourd'hui, c'est une fuite des personnes, une fuite des capitaux. Donc c'est bien révélateur d'un mal-être et d'un malaise dans ce pays. Voilà, donc est-ce que c'est pas trop tard? J'ai pas la réponse. Moi, je vous dis, l'expérience, enfin pas l'expérience, mais l'histoire montre quand même qu'on a été plus d'une fois quasiment au fond du trou et qu'on s'en est relevé parce qu'il y a un type qui est sorti et qui a révolutionné. Il y a plein de gens qui sont prêts, vous savez, on voit toujours les mêmes, il y a plein de gens qui sont prêts à œuvrer. Alors pas forcément à prendre une arme pour aller se battre, mais pour œuvrer pour la nation. Il y en a plein, il y en a plein. Vous parlez de Philippe de Villiers, en effet. Qu'est-ce que ça a donné, ce référendum, sur sa demande de référendum sur l'immigration? Non, mais je suis d'accord, mais bien sûr. Voilà. C'est comme Philippot, j'en ai parlé chez Borowski. Philippot, tous les samedis, il fait des manifestations. C'est sur la partie est de Paris, ça ne gêne pas les beaux quartiers déjà. Et puis, Paris a été construit de cette façon-là, c'est de façon à contenir les émeutes. Et on y va dans un sens, on revient dans l'autre, terminé. Alors c'est bien ce qu'il fait, moi je ne dis pas, hein, mais qu'est-ce que ça a produit concrètement? Toutes les, qu'on appelle ça là, ce qu'on fait en ligne là, les pétitions, voilà, les pétitions, c'est pareil, ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement dehors des clous, ils sont en roue libre, ils n'en ont plus rien à cirer, ils se sont assis sur les lois, sur la Constitution surtout, et ils se marrent quand on voit ça. La seule chose, mais je vais vous dire, si vous me posez la question, je vous le dis, la seule solution, c'est d'aller les chercher et les dégager manu militari. Il n'y a que cette solution-là qui marchera. Bon, ben voilà. Alors, soit on y va avec un pouvoir constituant, oui, je ne sais pas si je peux vous laisser le micro, parce que je vais me faire engueuler sinon après, là. Et vous, il est parti où le... Ouais, ils sont partis. Bon, alors, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà. Non, mais pour être plus sérieux,
Évidemment, tout cela, je ne sais pas combien on est là, j'en sais rien, 70, 80, on a tous un cerveau, on sait tous réfléchir. Moi, je ne détiens pas, j'ai un micro, d'accord, mais je sais bien que vous pensez tout ce que vous avez à penser, que vous vous dites, bon, ok, tout ça c'est bien. J'ai essayé de vous donner du concret pour aller de l'avant, pour construire quelque chose. Maintenant, comme je vous dis, personne n'est en capacité de savoir comment ça va se passer. Mais préparez-vous. Préparez-vous, parce que le jour où ça va partir, et ça va partir, soyez-en convaincus. Où est-ce que vous serez? Qu'est-ce que vous ferez? Comment vous allez protéger vos proches? Comment vous serez organisé? C'est maintenant. Et c'est certainement cette action-là qui vous sauvera et peut-être qui sauvera la France. Oui? Oui, vous dites bien qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voir l'Angleterre, la manifestation qui a été lancée par Tony Robinson, elle a eu un effet extraordinaire et que n'attendait pas le gouvernement britannique. En France, ça risque d'être aussi la même chose. Il peut apparaître un mouvement qui n'est pas spécialement lié à un parti, mais qui est le fait que... Vous avez parlé des Gilets jaunes, moi j'ai fait 19 manifestations avec les Gilets jaunes. À la 4e, on a été pourris par les gauchistes. La CGT, Sud, la CPT, le parti de gauche, etc. Vous savez c'est quoi le symptôme? Il y a des mouvements, il y a eu des gueux il y a peu de temps. C'est pas fini. Ils se sont fait encore avoir. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient combien? Non, pas uniquement, parce que les autres ont pris l'argument social. Non mais vous savez, ce qui est important, c'est le résultat. Les causes, on peut en discuter. Moi, vous savez quel va être le déclencheur? Je vais vous le dire, très, très basique. Hein. C'est le syndrome du frigo vide. Quand les gens n'auront plus rien à bouffer, et vous savez d'où ça va venir? Comme à chaque fois, je le dis toujours, ça viendra des femmes. Parce que quand les femmes ne pourront plus nourrir leur progéniture, vous allez voir, ça va être rock'n'roll. Hein. Voilà, et c'est de là que ça... Bon, elles vont envoyer leurs mecs au front, hein, évidemment, parce qu'il faut bien qu'elles s'occupent derrière des mioches, mais enfin, je dis ça sur un ton humoristique, évidemment, hein, ne venez pas m'attaquer derrière, mais c'est comme ça que ça se passera. Malheureusement, il n'y a pas assez de gens, c'est ce que j'ai dit à Borowski, 2 millions de gilets jaunes, c'est rien du tout, c'est rien. Oui, mais regardez combien ils étaient. Mais non, mais c'est ce que je vous dis, descendez dans la rue, allez, descendez dans la rue, incitez les gens à descendre dans la rue et venez par millions dans les rues, sur toute la France, et vous allez voir que ça va bouger. Allez, une dernière petite question. Oui, merci. Oui, j'ai une petite suggestion, je voudrais savoir ce que vous en pensez. À très court terme, le 11 novembre, dans beaucoup de municipalités, les commémorations se font d'une manière très bien. Eh bien, allez au drapeau, et puis participer à cette commémoration. Dans ma commune, il y a 8000 habitants. Si on est 50, c'est bien le maximum. Encourager les gens, parce qu'ils trouvent ça ridicule, les gens, d'aller à ces commémorations. Il y en a 8 par an. Hein, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 9, il y en a 8. Bon, le 11 novembre, le 1er novembre aussi, parfois, ça dépend des communes. Mais le 11 novembre, allez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je peux pas aller à l'encontre de ce que vous me dites en tant qu'ancien militaire, évidemment, puisque pendant 22 ans, je les ai toutes faites. Sauf quand j'étais malade ou en Outre-mer. Mais même en Outre-mer, on fêtait ces commémorations. Évidemment, mais encore une fois, il faut que la fibre patriotique dans le pays soit distillée au plus grand nombre. Et c'est pas évident. Alors, il y a un point que j'ai pas levé, je vais en parler tout de suite, parce que ça fait partie aussi de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est la problématique de l'Europe. Tous les gens aujourd'hui qui ont 50 ans et moins n'ont connu que l'Europe. Donc forcément, pour eux, vous leur parlez de Frexit, de sortie de l'Europe, etc., ils ne comprennent pas, puisqu'ils n'ont pas connu avant, ils connaissent que l'Europe, et pour eux, ça leur paraît pas... Surtout qu'en plus, on leur dit, oulala, il ne faut surtout pas sortir, hein, parce que si vous sortez, vous allez tout perdre. Hein. Alors qu'en fait, si on sort, on va tout gagner. Vous voyez, c'est le discours accusatoire inverse. Voilà. J'ai pas une solution idoine. J'aurais aimé arriver ce matin en vous disant, bon les gars, enfin, messieurs, dames, voilà, on fait comme ça, et demain matin, roi du pétrole. Non. Pardon, je n'ai pas entendu. Avec le petit Naël, souvenez-vous, ils ont foutu la France à feu et à sang. Oui, ah oui. Et non seulement le délinquant Naël a été tué, mais le flic a été mis en examen. Non, mais des exemples comme ça, on en a tous les jours. Ils ont réussi quand même à soulever la France
pendant 2 jours. Oui. J'habite à côté de Pessac, Pessac-Sège. Ils ont tout brûlé, sauf Ouais. le kebab et la boucherie halal. Parce qu'on laisse Tout faire. centre commercial a brûlé. Parce qu'on a un... Non, mais je vous ai parlé d'un état faible tout à l'heure. Regardez, vous écoutez Xavier Ruffer, qui est le criminologue que je suis, il vous dit, le jour où le politique prend les décisions, on règle le problème en 3 mois. Il y a 1200 zones de non-droit aujourd'hui en France. Vous imaginez? Alors que dans les années 50, quand la première fois ils ont commencé à en parler, il y en avait 4 ou 5. Ben oui, les trafics de drogue et tout ce que vous voulez. Vous savez que, j'en ai parlé dans une vidéo aussi, vous savez que le trafic de drogue rentre dans le PIB. La prostitution aussi. Et alors vous savez pourquoi? Parce que j'ai 2 minutes là? Oui, 2 minutes. Je vais vous expliquer quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Le PIB avant s'appelait la PIB. Ça s'appelait la production intérieure brute. Et on calculait dans cette PIB, dans cette production, la production réelle qui est émanée de l'industrie manufacturière française. Sauf que, au vu des chiffres qui dégringolaient, et comme les politiques, leur seul but c'est d'être réélus, qu'est-ce qu'on a fait? En 1976, on a transformé la PIB en le PIB, le produit intérieur brut. Et du coup là, ben, finalement on y met ce qu'on veut. Donc on a le salaire des fonctionnaires. Vous m'expliquerez, hein, le salaire des fonctionnaires, si vous trouvez que c'est un revenu productif. J'ai pas tout compris alors, il faut que je retourne à l'école. Vous avez la prostitution qui rentre et maintenant oui, voilà, les produits illicites, la drogue. Non mais c'est délirant. Et j'ai entendu dire là, il y a quelques jours, qu'ils envisagent de faire payer la TVA aux dealers de drogue. Alors là, moi, je pense qu'on va rigoler 2 minutes. Je sais pas quel est le mec, le fonctionnaire qui va y aller, mais il a intérêt à être équipé, le garçon. Hein. Voilà. Bon, voilà. Donc tout ça. Alors en fait, le PIB d'aujourd'hui, si on le compare à la PIB de l'époque, eh bien, la vraie production, c'est 40% du chiffre qui est donné. Donc autant vous dire qu'on est mal. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est des détails, mais c'est important. Bon, c'est fini? Écoutez, oui, on va. J'ai le droit d'aller boire un coup? Oui, vous allez boire. Alors, voilà, déjà pour commencer, on vous remercie. C'était, voilà, je pense que c'était très intéressant pour tout le monde. Et c'était une intervention, je pense, à la fois très constructive et très instructive. Et on vous remercie vraiment, monsieur Merci, d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. Hein, voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup encore Merci. une fois. Je pense qu'on peut vous. Et de toute façon, je suis là toute la journée. On peut discuter à la pause, au repas. Vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. Si vous voulez télécharger les Mementos gratuitement, venez me voir. J'ai une carte avec le lien. Vous irez. Il y a même des QR codes dessus. Ah, je sais, c'est pas beau, mais bon, et QR codes quand même. Hein, voilà. Merci beaucoup. Hein.